Bonjour, dans ce podcast, j'aborde une question intéressante d'un de nos abonnés qui a une diversité d'entreprises technologiques qui sont cotées sur le Nasdaq, en plus de quelques entreprises retail américaines dans son portefeuille. Et cet abonné, la question qu'il se pose, c'est la suivante. Mes entreprises sont autour de leur plus bas sur les 52 semaines. Alors, il ne veut pas paniquer si c'est un krach de marché et il se demande est-ce que c'est le moment de les renforcer et aussi est-ce qu'on aurait une explication de pourquoi est-ce que les entreprises dont certaines sont pourtant positionnées sur les créneaux SaaS voient leur cours baisser autant. Alors, c'est une question un petit peu délicate parce qu'il y a toujours beaucoup d'explications a posteriori et de spéculations quand on répond à ce genre de questions. Donc, je vais donner ma perspective, mais sachez qu'il est susceptible qu'il y ait aussi des spéculations de ma part dans ce que je dis et que je n'ai pas de réponse précise à cette question. Je ne donne qu'une perspective. Alors, ma perspective, c'est la suivante. Depuis un certain temps déjà, nous vivons dans un environnement où les taux baissent et dans un environnement où on a diversifié les placements dans différentes classes d'actifs à cause de cette baisse des taux. Ces classes d'actifs ont toutes performé de manière démentielle. Que l'on parle de start-up dans le SaaS, que l'on parle de crypto-monnaie ou d'entreprises logicielles en hypercroissance, ces classes d'actifs sont aujourd'hui très chèrement valorisées, peut-être aujourd'hui encore. C'est-à-dire que même une entreprise comme Microsoft, qui est quand même pas toute petite, elle est valorisée comme une entreprise qui va faire une croissance durable supérieure à 30% par an. Alors, il est possible que cette hypothèse soit vraie, mais quand même, euh, si on est prudent, on va peut-être pas investir 100% de son patrimoine dans Microsoft. Bien sûr, je caricature, mais c'est pour que vous ayez une idée claire sur les degrés de valorisation des entreprises software en croissance aujourd'hui. Je vous parle même pas de la valorisation d'Amazon.com. Pourtant, la division retail d'Amazon n'est toujours pas profitable. Alors bien sûr, quand une entreprise en hypercroissance n'est pas profitable, aujourd'hui on dit que le management volontairement diffère les profits. Mais chez Amazon, les profits sont différés à peu près éternellement quand même. Ça mérite d'être signalé. Alors je suis toujours véritablement outrancier dans mon langage, mais c'est pour que les choses soient claires. Bien sûr, il ne faut pas me prendre au sens littéral du terme. Je fais exprès d'être un peu outrancier. Je sais très bien que AWS chez Amazon est un très bon business, mais peut-être que assigner une forte valeur à Amazon Retail dans une somme des parties d'Amazon est une erreur d'analyse. Je ne sais pas, je ne fais que vous soumettre l'hypothèse. Voilà. De la même manière, euh, le Bitcoin cote encore aujourd'hui à plus de 40 000 dollars alors que c'est un actif qui ne rapporte même pas de cash. Donc je ne sais même pas comment on fait pour donner une valeur au Bitcoin. Moi, je pensais qu'on déterminait la valeur d'un actif à partir du cash qu'il est susceptible de rapporter au cours de sa vie utile dans le temps, soi-disant amené en valeur d'aujourd'hui si on applique la méthode du discounted cash flow. Mais peu importe la méthode qu'on applique, je pensais qu'un actif se valorisait à partir
du cash qu'il est susceptible de rapporter. Le Bitcoin est susceptible de ne rien rapporter du tout, et pourtant, il cote à plus de 40 000 dollars l'unité. Voilà l'environnement où on vit quand même, ok? Donc, vous voyez, on est dans un environnement d'investissement un petit peu particulier et tout ce qui était à la mode, les startups SaaS, les entreprises logicielles en hypercroissance, les entreprises en hypercroissance, les startups, tout ce qui est lié au Bitcoin, aux crypto-monnaies, est susceptible de corriger un petit peu en cas de remontée des taux d'intérêt. Parce qu'en cas de remontée des taux d'intérêt, on est susceptible d'avoir une alternative attractive par rapport à tous ces actifs qui est simplement le rendement sans risque ou le rendement obligataire d'État, parce qu'un État peut toujours, en tout cas si c'est les États-Unis, un État peut rembourser sa dette simplement en imprimant des billets, entre guillemets, sachant qu'il n'y a besoin de rien imprimer du tout, il suffit d'écrire la somme de dollars qu'on veut ajouter au dollar en circulation pour que ce soit effectivement ajouté. Donc, vous voyez, si vous avez, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, demain, et demain, c'est pas demain littéralement, mais à un moment dans l'avenir, un rendement sans risque de 5% ou même de 10%, je fais exprès d'être un peu provocateur en tronçonnier en disant 10%, parce qu'en cas de forte inflation, c'est pas impossible d'avoir ce genre de rendement sans risque. On a déjà eu des rendements allant à 17%, 18% aux États-Unis quand même, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Euh, Imaginez, vous avez un rendement sans risque entre 5 et 10%. Est-ce que vous croyez sérieusement que des entreprises comme Microsoft vont encore s'échanger à 30 ou 40 fois les profits? 30 ou 40 fois les profits, ce sont des rendements compris entre 2,5 et 3,3%. Il faut quand même un peu de temps pour qu'un rendement de 2,5 en croissance rattrape un rendement qui est compris entre 5 et 10%. Si c'est 10%, il faut même beaucoup de temps et il faut une croissance importante pendant beaucoup de temps pour rattraper un rendement sans risque de 10%. Donc, il faut faire super gaffe. Moi, je pense qu'on pourrait avoir une revanche des entreprises traditionnelles par rapport aux entreprises de la soi-disant économie moderne dans les années qui viennent, parce que certaines entreprises traditionnelles de qualité s'échangent aujourd'hui à 10 fois les profits ou moins que cela, tandis que les entreprises modernes s'échangent soit à des multiples des ventes parce qu'elles n'ont même pas de profit, soit à des multiples de profits qui sont stratosphériques, euh, ou à tout le moins à plus de 30 fois les profits. Voilà. La petite exception à cela, c'est Meta, qui est le nouveau nom de Facebook, qui s'échange à peu près à 20 fois ses profits. Voilà, Facebook, c'est sans doute l'entreprise de croissance la plus raisonnablement valorisée sur le marché. Mais alors les autres, ça s'échange à plus de 30 fois les profits. Vous voyez? Donc, quand on regarde tout cela, on se dit attention, dans un contexte de remontée des taux, dans un contexte incertain de remontée des taux, peut-être qu'il vaut mieux repasser sur des entreprises traditionnelles modestement valorisées pour pouvoir performer
sur le long terme. Et c'est aussi pour ça qu'on a suggéré de repasser sur les matières premières fin 2021 en donnant beaucoup d'exemples d'entreprises. Euh, Certaines entreprises de matières premières, on les a mentionnées pendant la crise du Covid. Je pense notamment à Alliance Resources qui a fait x7 depuis qu'on a mentionné et qui n'est toujours pas cher. Ça, c'est dans les mines de charbon. Alors, c'est un secteur qui effectivement n'est pas très sexy, mais l'entreprise était extrêmement bien gérée et le prix était extrêmement attractif. Et ensuite, également des entreprises pétrolières, dont certaines entreprises qu'on a recommandées ont fait plus de x5 depuis ce moment-là. Donc ça, ce sont les entreprises traditionnelles qui sont toujours pas chères, malgré des rendements qui sont déjà attractifs. Et en plus, on vous a parlé de choses comme venteunique.com qui se transige à 9,3 fois ses profits 2021, donc un multiple de valorisation très modeste, alors que c'est une entreprise qui vend en ligne quand même et qui a une belle croissance à long terme, une croissance à 2 chiffres sur le chiffre d'affaires et même un petit peu plus que ça en moyenne sur les profits. Donc même si vous achetez une croissance, on va dire d'à peu près 20% des profits à 9,3 fois les profits, même si ça fait que 15%, vous allez faire un très bon rendement en prenant assez peu de risques sur le long terme. Donc, vous voyez, c'est en travaillant peut-être avec des entreprises comme ça, avec des métriques traditionnelles, des valorisations conservatrices, qu'on peut arriver à faire quelque chose dans un environnement de taux qui est susceptible de remonter. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller vers les entreprises traditionnelles, de passer sur une approche je veux des business avec des bons retours sur capitaux investis ou des retours sur capitaux investis au moins décents et je veux les acheter à des prix extraordinaires. Des prix extraordinaires sont des prix qui sont à moins de 10 fois les profits. Par exemple, dans le pétrole, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à 5 fois les free cash flow. Donc, sont des valorisations très intéressantes, malgré le fait que le cours ait déjà été démultiplié précédemment. Les valorisations restent très modestes. Donc, c'est pour ça qu'on a recommandé chaudement ce secteur, aussi bien pendant la crise du Covid, euh, malgré le fait que le pétrole était négatif à un moment, et également Euh, on a chaudement recommandé cela fin 2021. Voilà. Donc, j'espère que ça répond bien à la question et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.